Alors, dans vos repos, vous ne pourrez jamais mettre des logins et des usernames. À partir du moment de quoi dans du code, à partir du moment où vous uploadez quelque chose sur GitHub, tout est visible. Donc là, ça veut dire que là, mon mot de passe, là, il est visible en dur. Ça, c'est très très mauvais. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? En général, ce qu'on fait, c'est que euh, vous pouvez, un, quand vous lancez un script, vous pouvez lui passer quelques paramètres en option. Donc, par exemple, euh, imaginez que, hum, imaginez que par exemple, voilà, j'ai ce script index.js. Alors, je vais le couper pendant une petite seconde. Là, CTRL C, non, CTRL D, non, CTRL W, là ça le tue complètement. Je vais le relancer, sauf que cette fois, au lieu de faire, au lieu de faire mon npm start, je vais faire node, ou je pourrais faire nodemon aussi, nodemon, index.js, sauf que cette fois, je vais lui passer, si je lui mets deux tirets comme ça, eh bien, je peux lui passer, par exemple, username égale Ben. Ça, c'est ce qu'on appelle une variable d'environnement. Je peux très bien lui passer un paramètre, comme ça. Ah, bad option, pardon. Alors, je suis désolé, j'ai refait une petite recherche là qui s'appelle donc les recherches dans les variables d'environnement pour Node. Voilà, en fait, ça se fait pas comme ça. Ça se fait comme ça. Vous le mettez donc, hop, le username, là, c'est pas ça. Ça se met, voilà. Donc, si par exemple, j'ai envie de dire que j'aurai une variable d'environnement qui s'appellerait username et qu'elle aura la valeur Ben, voilà, j'ai juste à faire ça. Et ensuite, mon script, il va se lancer normalement. Là, jusque-là, il n'y a rien qui change. Mais je peux aussi récupérer cette valeur-là, ce username Ben, à l'intérieur de, voilà, à l'intérieur de mon script. Et donc pour ça, vous avez, vous avez un truc qui s'appelle process.env. Username. Voilà. Ça va être le username que vous avez passé. Donc, par exemple, je pourrais très bien décider de loguer ça et dire process. Ok, on va faire comme ça. Voilà. Je vais couper ça et regarder. Quand je lance mon script Node en lui passant une variable d'environnement devant, eh bien, je lui ai demandé de me la loguer là. Voilà. Process.env.username, c'est Ben. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que maintenant, on peut passer une donnée à l'intérieur de ce script sans l'écrire dans ce script. Eh bien ça, c'est très pratique puisque c'est là qu'on va mettre toutes les données qui sont sensibles et qu'on appelle donc des variables d'environnement. Les variables, c'est aussi utile parce que quand vous aurez à déployer votre site web, peut-être que vous n'avez pas envie que votre site web, ou votre programme se comporte de la même manière selon là où il est déployé. Donc, par exemple, on utilise très souvent ça pour dire, imaginez que on a envie de dire, voilà, si on est en... Souvent, ce qu'on fait, c'est... souvent, ce qu'on fait, c'est que on utilise ça pour dire l'environnement. Par exemple, si on fait process.env, qu'est-ce qu'il me proposait? .node.env, oui, voilà. Node.env, par exemple, souvent on ne peut pas utiliser ça. Donc, imaginez que là, on est en développement. Voilà. Donc là, je lui passe une variable qui s'appelle node.env qui dit development. Et donc là, au lieu de mettre username, hop, voilà. Là, si je lui dis, bah bon, voilà, on est par défaut, je crois qu'on est en développement.
Alors, voilà, donc, dans Node. Mais donc là, par exemple, voilà, je lui dis, là, on est en développement. Mais je pourrais très bien lui dire, le jour où je le lance sur un serveur en vraie production, en production, ça veut dire on est vraiment en live, je vais désactiver le screencast, une petite seconde. Non, pardon, je vais plutôt faire comme ça, voilà. Je peux très bien, le jour où je le mets vraiment en live, donc par exemple, je le mets en production, voilà, donc là, je le lance, et là, vous voyez, donc il a bien détecté qu'il était en production. Eh bien, je peux très bien dire, je sais pas, je peux très bien faire const environnement est égal à, voilà, en général, en général, on peut très bien faire comme ça. On peut dire const environnement est égal à process.env.node.env. Et puis, je peux très bien dire, if environnement est égal à development, je peux dire que ma base de données, donc par exemple là, vous voyez que cette URI, vous voyez que mon URI là, elle est, voilà, c'est celle-là. Hop, imaginez, tiens, je vais mettre ça plus bas. Hop, voilà. Donc je peux dire, si on est en développement, alors on va lui dire, tiens, hop, au lieu de const, je vais mettre let. Voilà. Hop, je vais faire un CTRL X. Je peux très bien lui dire, si on est en développement, eh bien, notre... ah, pardon, ouais, URI. Voilà. Voilà. Et si je lui dis, if environnement est égal à production, eh ben, URI, ce sera une autre URL qui sera complètement différente. De cette manière, en fait, j'ai deux bases de données. J'ai une base de données, par exemple, voilà, avec un autre. J'ai une base de données qui sera celle-là sur Mongo Atlas, et je peux avoir très bien une autre base de données qui est située sur un autre serveur. Et en fait, de cette manière, moi, j'écris mon code une seule fois, mais c'est au moment de déployer que euh, que le choix de la base de données est fait. Donc typiquement, alors je vais vous montrer, voilà, on va dire environnement égale process.node.env is environment is development. Et bien là par exemple, voilà, bon, au lieu des URI qu'on comprend peut-être pas très bien, je vais juste mettre un console log. On utilise la base de données de développement. Et voilà, if environnement est égal à production, je vais mettre console log. Voilà, nous sommes live, on utilise la base de données de production. Voilà, donc regardez, maintenant, je vais changer ça. Je vais lancer donc, là, je vais lancer ce script-là en... Alors, hop, je vais lui mettre en, voilà, development. Par défaut, on est en development, hein, je crois. Voilà, donc si je dis ça, hop, ça y est, j'ai cassé. Ah oui, parce qu'il a du mal à... Oui, j'ai cassé l'URI, là. Ouais, bon, alors attendez. Lui, je vais lui dire de ne pas se connecter. Voilà, hop. Et puis, app.post, app machin. Ouais, ok, c'est très bien. Donc là, hop, j'ai juste arrêté le mongoose. Voilà, je recommence. Voilà. Donc là, il dit, nous sommes en développement, donc on utilise la base de données de développement. Mais le jour où je le déploie, je pourrais très bien dire à mon serveur, pardon, c'est pas load, c'est log. Le jour où je le déploie, et ben, au moment du déploiement, au moment où on lance le script, au lieu de développement, j'irai mettre production. Alors désolé, c'est pas très lisible. Voilà. Node end égale production. Et quand je lance, il dira, voilà, nous sommes live, on utilise la base de données de production.
Donc en général, c'est ça qu'on fait. On dit voilà, const environnement est égal à process.env.nodeEnv. Et en général, comme souvent on n'en passe pas, on peut lui mettre ou bien development. Donc comme ça aussi, ça veut dire que si je précise rien, voilà, si je lui dis juste node index.js, est-ce qu'on est en développement ou en production? Bah, je vous laisse regarder. Voilà, j'ai dit, regardez, process.env.nodeEnv, il est undefined, il n'y a rien. Mais nous, on a dit que environnement, c'est soit nodeEnv, et s'il n'y a rien, c'est development. Et du coup, il nous dit, on utilise la base de données de développement. Donc ça s'appelle des variables d'environnement. C'est très utile quand vous avez besoin soit de faire en sorte que votre code se comporte différemment d'un environnement à un autre. Donc développement, c'est quand on fabrique, production, c'est quand live, mais il y a aussi un tas d'autres environnements. Donc par exemple, vous avez les environnements de test, vous avez les environnements de staging, vous avez un tas d'environnements différents où vous allez taper des bases de données différentes. Euh, Parce que vous n'avez pas envie, de jouer sur une vraie base de données. Et ensuite, si vous faites une erreur, vous cassez toute la base de données. Votre entreprise, elle fait faillite si vous faites comme ça. Donc, heureusement qu'on a la possibilité d'avoir des bases de données différentes et de pouvoir en taper différemment, de taper des bases de données différentes. Il suffit juste de passer un paramètre lorsqu'on lance le script. Alors ça, c'est la première utilisation. Mais l'autre utilisation, eh bien, ce sera tout simplement de mettre toutes les données sensibles. Alors, par contre, j'ai pas envie de taper à chaque fois que je lance le script. J'ai pas envie de taper password est égal à blablabla et username égale blablabla. C'est trop compliqué ça. Il y aurait une solution qui consisterait à le mettre dans le package.json. Et là aussi, je pourrais dire bah, username égale Ben et puis password égale à voilà, poète. Mais c'est quoi le problème? C'est que là, si vous écrivez ça en dur dans le script, bah, dès que vous pushez le code, hop, tout le monde peut voir votre username et votre password. Donc, c'est pas super de faire ça. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, pour ça, on met toutes les variables d'environnement dans un fichier qui s'appelle .env. On fait comme ça. Et donc là, vous pouvez mettre toutes les données qui sont sensibles. Donc, on va mettre, bon, voilà, password. Alors, attention, je crois qu'il faut qu'elle soit. Alors, la convention, c'est que ce soit majuscule, ensuite égal, et après, surtout pas d'espace. Si vous mettez des espaces, il faut que vous mettiez des guillemets. Voilà, donc en gros, c'est ça. Pas de point-virgule, rien du tout. Voilà, et alors, et username égale Ben. Et puis même la base de données, hein, je pense qu'elle peut changer parce que moi, j'avais mis. Ah mince, j'ai viré mon. Ah, ah, je remets tout comme c'était avant. C'était quoi? Hop, ouais, voilà. Ok, très bien. Voilà. Cette base de données là, qui s'appelle test, ouais, elle aussi, on pourrait la variabiliser. Donc pour l'instant, on a ça, on a database égale test. Et donc ça, hop, on va appeler ça DB. Et selon l'environnement, voilà, on voudra passer une différente base de données. Donc dans l'environnement aussi, là, pareil, je mettrai DB égale test. Oui, c'est ça, c'est test. Ok. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour utiliser... voilà, donc maintenant je peux retirer tout ça. Mais comment est-ce que je fais comment est-ce que je fais pour les récupérer? Puisque ça, je l'enlève, ça, je l'enlève, ça, je l'enlève. Ah oui, alors attention, ce fichier .env, jamais de la vie vous le committez. Ça, j'en parle un peu plus tard. Alors comment est-ce qu'on va faire pour récupérer maintenant ça depuis le .env? Alors on ne peut pas utiliser vraiment le process .env puisque pour ça il faudrait qu'on passe des arguments quand on lance le script, mais là c'est pas le cas. Donc pour ça, vous avez une librairie qui s'appelle .env. Alors pourquoi .env? Parce que c'est .env en fait. Vous allez vous en servir sur la quasi-totalité de vos projets, donc je vous propose quand même de bien voilà, apprendre à l'utiliser. Bon, c'est pas très dur, hein. Voilà, comment est-ce qu'on fait? Bah, npm install .env. Voilà, donc on va faire ça.
npm i.env. Voilà. On va vérifier dans package.json qu'on a bien un .env qui apparaît. Voilà, il vient d'apparaître ici. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser? Voilà, as early as possible in your application, require and configure .env. Donc en gros, il faut juste mettre ça quelque part voilà, dans votre application. Nous, on va le mettre voilà, tout en haut ici, voilà. Require.env.config. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser? Alors, create.env file, voilà, et donc vous écrivez tous vos machins sensibles ici. Voilà, process.env now has the keys and values that you defined in your .env file. D'accord. Et maintenant, vous pouvez utiliser process.env.dbhost, par exemple, que vous avez défini là-haut. Voilà. Bon, bah super. Dans ces cas-là, bah, notre password, c'est process.env.password. Voilà. Notre username, c'est process.env.username. Voilà. Et db, c'est process.env.db. Voilà. On va vérifier quand même que ça marche vite fait. Je vais faire console.log et puis on va mettre password username db. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis des accolades autour? C'est juste une manière rapide d'écrire password de point password, username de point username, db de point db. Et ça en gros ça permet quand on fait le console log que de savoir lequel est lequel. Vous allez voir. Voilà. Donc là vous voyez que j'ai password, il me le met, username, il me le met, db, test, il me le met. Très bien. Alors par contre, je crois que mon username il est pas bon puisque moi ça devait être bemrej. Voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai un problème. Pourquoi? Par contre, pourquoi il me le met en majuscule le B? Ça, je trouve ça un peu bizarre. Ok, bon, on va relancer. Ok, donc là j'ai un problème, voilà. Bad error, bad machin, authentication failed. Pourquoi est-ce qu'il a failed? Bah parce que mon username il me le met un B majuscule. Alors ça, j'ai aucune idée pourquoi il me met un B majuscule. Ah non, mais attends, il utilise encore Ben. Pourquoi est-ce qu'il y a un Ben? Est-ce que je le lance? Non, je n'ai pas mis de variable d'environnement quand je le lance. Est-ce que dans le package.json, j'ai pas dû mettre quelque chose? Non. Alors, je vais faire un CTRL SHIFT F pour chercher à travers tous les fichiers. Je vais taper Ben. Non. Bon, c'est bizarre. Je pense que... Ah oui, je sais. Avant, c'était Ben. Maintenant, je l'ai modifié, mais il a toujours pas enregistré le nouveau. Il a toujours pas mis en mémoire. Peut-être qu'il faut juste que je le... Peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose avec. Attendez. Bon, alors j'ai aucune idée pourquoi il continue, il s'entête à utiliser l'ancienne variable d'environnement alors que je lui en ai donné une nouvelle. Alors vous savez quoi? Quand il est comme ça, moi je me prends pas la tête. On va tout simplement remove .env. Voilà. Cette librairie, puisque c'est elle qui m'embête, qui se met pas à jour, je vais tout simplement la désinstaller et la réinstaller. Et je suis assez sûr que ça réglera le souci derrière. Voilà, on a fait un remove. Maintenant, on fait un install. Voilà, npm-i.env. Donc, il va revenir dans le package.json. Et normalement, sans trop de difficultés, voilà. Maintenant, si je refais mon npm start, est-ce que ça marchera? La vache, non. Bon, alors dans ces cas-là, moi, voilà ce que j'ai fait. J'ai cherché .env won't update variables, environment variables. Voilà. Alors j'ai trouvé quelques gars qui disent blablabla, figured it out, had to make any changes on the code
for it to update. Donc il a dit, moi, il a juste fallu que je change quelques machins pour que ça update. Donc, ok. Si je fais console log toto, est-ce que ça marche mieux? On va relancer. Hop. Hein? npm start. Oups. Ouais, non, bon, ça va marcher. Du coup, ce que j'ai fait, je me suis pas cassé le cul. Voilà, j'ai pris username, j'ai tout renommé, puisqu'il est censé regarder les anciennes versions, des anciennes variables. J'ai juste décidé d'appeler ça login. Et voilà, j'ai tout appelé login, et maintenant on est bon. Voilà. Donc c'était quoi? Donc c'était login, password, db. Voilà, donc vous voyez que si je lui demande de tout me loguer comme ça, il va juste me mettre les trois valeurs les unes à la suite des autres. Voilà. Donc là on est bon, mais je ne sais pas laquelle est laquelle. Alors que quand je les mets entre crochets, bah, en gros, ça lui demande de me créer, ça crée un objet où chaque clé, en fait, avec clé valeur. Donc en gros, ça fait login de point login. Donc voilà, du coup, ça permet, voilà, de manière beaucoup plus rapide de loguer comme ça. Ok, donc là on est bon. Dernier petit truc, donc quand vous avez un point env, ce fichier env, jamais vous le committez. À partir du moment où vous committez un point env, c'est comme si vous aviez, vous avez rien qui est qui est très visible. Enfin, vous avez rien qui est secret. Tout, comment on dit, tout est très visible. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'il faut aussi, là, vous voyez, regardez, si je fais un git status, là, là, si je fais un git status, vous voyez que il me met, attendez, je suis dans le mauvais, j'avais pas fait de git là-dessus. Bon, ok, c'est pas grave. En gros, ce qu'il faut faire, attends, je vais faire un petit git init, voilà. Maintenant, si je fais un git status, vous voyez qu'il s'apprête, voilà, le point env, il est en train de le traquer. Et donc ça, il faut surtout pas le committer. Donc c'est très important, quand vous faites un point env, immédiatement vous faites un point git ignore pour dire à git d'ignorer certaines choses. Donc dans le git ignore, la première chose que vous mettez, c'est évidemment les nodes modules, puisque eux, il n'y aura jamais besoin de les committer, puisqu'on peut les reconstituer à partir du package.json. Et l'autre, évidemment, c'est le point env. Maintenant, si vous faites un git status, voilà, vous voyez qu'il y a un git ignore, mais il n'y a plus voilà, le point env, il n'y est pas. Donc, et maintenant, vous pouvez committer, pusher, il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, quand vous arriverez sur un nouveau projet, sans doute, on vous demandera donc de cloner une repo, et donc vous aurez tout. Vous n'aurez pas les nodes modules, donc ça, vous serez obligé de les régénérer avec un npm install. Ça, c'est pas un problème. Par contre, pour le point env, là, vous risquez d'être pas mal embêté, puisque le point env, en général, on ne le commit jamais. Donc, ça veut dire que même si vous clonez une repo, vous n'avez pas le point env. Donc, quand vous clonez une repo, en général, votre collègue, il vous donnera une clé USB où il vous enverra les codes par SMS ou par chat. Et ensuite, vous les mettrez dans un fichier .env qui lui aussi a la racine, mais en aucun cas vous pourrez le committer. Faites attention, committer un .env, c'est vraiment très très mal vu. À partir du moment où vous faites ça, vous pouvez vraiment ruiner une entreprise. Il y a eu beaucoup d'histoires, il y a eu beaucoup de startups ruinées comme ça, à cause d'un point env committé par erreur. Et en plus, sur GitHub, vous avez des bots qui tournent en permanence, qui sont toujours en train de chercher des points env avec des clés privées dedans. Donc, récemment, j'ai vu un gars, il a perdu 80 000 euros, 100 000 euros, parce qu'il avait un point env qui a été committé et il l'a supprimé, je crois qu'il l'a supprimé 4 secondes plus tard. Mais 4 secondes, c'était tout ce qu'il a fallu pour que le mec il perde 80 000 euros. Donc faites vraiment gaffe à ça. C'est un coup à facile de se faire virer. Donc le point env, ça va tout de suite dans le git ignore. Voilà, maintenant que vous savez faire ça, vous avez appris un peu les variables d'environnement, vous avez entendu parler voilà, de tout ça. Je vous dis bravo, on va pouvoir enchaîner à la suite. On va faire un petit peu de refactoring.